à cette nouvelle édition de Python Workshop. Et aujourd'hui, c'est François Durand qui va faire l'honneur de nous parler de Pygame. Merci Fabien, merci à tous d'être là. Donc effectivement, je vais vous parler de Pygame. Cette présentation est inspirée essentiellement de ce que j'ai vu sur Wikibooks, donc un Wikibook sur Pygame, et en particulier donc les 3 pages là qui sont mentionnées là-dedans, que vous pourrez retrouver dans les slides. Je ne l'ai peut-être pas écrit dans les slides, mais donc tout est disponible sur GitHub, sur mon repo GitHub, à la fois les slides et aussi le code qui va avec les slides. Donc Pygame, c'est quoi? Pygame, c'est un package Python qui enveloppe la librairie SDL. SDL, donc c'est l'acronyme pour Simple Direct Media Layer, donc qui est une librairie de développement multiplateforme qui est écrite en C, donc qui n'est pas spécialement faite pour Python au départ, et qui est faite pour donner un accès facile à du multimédia, en particulier donc à des graphiques en 2D, de l'audio, et puis aussi au contrôle de l'utilisateur via le clavier, la souris et le joystick. Donc du coup, il y a des enveloppes SDL dans un tas de formats et dans un tas de langages de programmation, et en particulier, il y en a une en Python qui s'appelle Pygame. Donc Pygame, ça peut être utilisé du coup pour faire des jeux, comme son nom l'indique, donc des jeux en 2D, pour faire de la 3D, pas trop adapté, mais pas seulement, puisque du coup, à partir du moment où on a des graphiques en 2D, du son et des contrôles clavier, etc., on peut faire un certain nombre de choses, et en particulier, pour ce qui nous concerne, ça peut être utilisé pour faire des démos qui sont un peu jolies. Une petite remarque en passant, Pygame, c'est pas fait pour faire des interfaces graphiques au sens de avoir une fenêtre avec des boutons, des menus, un espèce de petit logiciel avec une interface graphique utilisateur. Pour ça, il y a d'autres packages en Python qui permettent de le faire, que je n'ai pas essayé moi-même, mais en particulier, les gens ont l'air de dire que Tkinter permet de faire ce genre de choses. Alors, on va commencer par un petit exemple minimal. Vous allez voir que ça fait un truc assez fou. Donc, l'exemple minimal est celui-là. Donc, je vais le lancer. Donc, ça ouvre une fenêtre de Pygame dans laquelle il va pouvoir y avoir mon jeu. Et quand je clique sur la petite croix, ça se termine et mon programme est terminé. Jusque-là, tout va bien. Alors, comment on fait ça? Bon, voilà, là, je définis la taille, les constantes qui vont être la taille de ma fenêtre en pixels. Peux-tu zoomer, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Au passage, tkinter, je recommande plutôt pygtk ou pqt, au passage. Alors, je ne sais pas quel est le raccourci clavier dans PyCharm pour zoomer. Attends 2 secondes. On va trouver un truc. Si on dit ça, par exemple, est-ce qu'il se passe des trucs? Il se passe pas de trucs, désolé. C'est pas là, Editor. Ah, Editor, c'est bien ça. Ouais, ça plaît ça. Si je fais ça, il se passe quoi? Je rêve ou ça fait rien? Essaye contrôle molette. La contrôle molette le fait pas. Désolé. Alors, je me demande quand même. Tac. Alors, attends. On va quand même tenter un truc parce que quand il y a des modifications un peu costauds, des fois. Il dit que c'est défini dans ton thème, sinon. Ouais. Alors, attends. Tac. Shit. C'est pas gentil de me demander de faire des choses compliquées. S'il y a des gens qui savent comment augmenter la fonte dans PyCharm, Editor, Général, change font ça. Ah, ça c'est bien ça. Voilà. C'est tout bon? Vous y voyez bien? Impeccable. Oui, bravo. Oui.
Notre ami Pygame, il suffit pas de l'importer comme tout module Python qui se respecte. Il faut en plus faire un init qui va initialiser tous les modules de Pygame. Les modules, c'est notamment display, event, image, enfin tous les trucs qui gèrent les différents éléments de Pygame, que ce soit voilà, sur l'output ou sur l'input. Ensuite, quand on fait ça, screen égale pygame.display.setModSize, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que ça crée un objet surface. Donc, surface, c'est une des classes un peu importantes de Pygame, qui représente en fait, si vous voulez, un espèce de tableau noir ou de tableau blanc sur lequel vous allez pouvoir dessiner des choses. Et donc, ça va être un truc important parce qu'on va pouvoir coller des surfaces sur d'autres surfaces, etc. Et puis ensuite, on va lancer notre boucle principale qui va juste faire un while true, grosso modo, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'il se passe quelque chose. Donc ça, c'est un truc qui permet de réceptionner les événements qui arrivent à Pygame. Donc par exemple, voilà, l'utilisateur clique sur la petite croix, l'utilisateur appuie sur une touche, etc. Et donc pour chaque event qui va être réceptionné, on va regarder si le type de l'event c'est un type défini dans Pygame qui est PygameKit, donc appuyer sur la petite croix par exemple, et à ce moment-là, on va dire que notre running égale false, donc notre boucle while elle est finie, et donc le programme est terminé. Voilà, ça évite d'avoir à sortir en faisant une interruption de programme dégueulasse. Je peux poser une question méchante? Vas-y, je t'en prie. Généralement, les boucles d'événements, on évite de les faire avec des while parce que là, tu as ton CPU qui va tourner à 100% à regarder à chaque fois s'il y a un événement qui est présent ou pas. Et généralement, en fait, que ce soit en GTK ou en Qt ou en beaucoup d'autres choses, tu as un objet qui sert à gérer la boucle d'événements et qui évite de faire ce while à la main et qui évite du coup de tourner à 100% de CPU en permanence. Donc, est-ce que ça existe Ça dépend si le get est peut-être bloquant, hein, c'est pas forcément une CPU qui tourne en permanence. Voilà, alors est-ce que le get est bloquant? Ça, c'est effectivement un élément de réponse qui pourrait expliquer. Qu'est-ce qui se passe en vrai quand tu écris ça? La vraie réponse, c'est visiblement, t'en sais plus que moi. Et la deuxième réponse, c'est que en pratique, je pense que c'est pas très très grave parce que dans toutes les boucles qu'on va faire après, en fait, à chaque étape, il y aura en fait un petit temps d'attente qui sera en fait le temps entre deux frames de l'affichage. Et du coup, ce get, il va arriver que à chaque fois qu'on a le temps d'attente, quoi. Tu vois, si notre truc est à 60 frames par seconde, ce get, il va arriver que de 60 fois par seconde, par exemple. Ouais, ok. Ok. Donc je suis conscient que ça répond que partiellement à ta question, mais pour ce que tu disais, là, je ne sais pas. En vrai. Non, mais pas de problème, pas de problème. Alors, ensuite, on va faire un exemple un peu plus intéressant avec une balle rebondissante dans ce truc-là. Donc, je vais le lancer pour que vous voyez d'abord ce que ça fait. Vous allez voir que c'est quand même assez magnifique. Oups, pardon, je n'ai pas lancé le bon programme. Donc, on a une magnifique balle et elle rebondit sur les bords de l'écran. C'est quand même assez chouette. Alors, qu'est-ce qu'il faut expliquer là-dedans? Donc, import Pygame, on définit la size, on définit ce que c'est que la couleur noire, c'est-à-dire en RGB, rien de chacune des couleurs, on initialise, ça vous connaissez, on définit l'écran. Alors là, il y a quelque chose de nouveau, c'est que dans le module qui s'appelle pygame.time, on va aller chercher un objet clock et on va donc définir une horloge. Donc à partir de ce moment-là, on va avoir une horloge qui va tourner et c'est ça qui va nous permettre, entre chaque frame, d'attendre un petit moment pour assurer d'avoir un certain nombre d'images par seconde et que le truc ne tourne pas plus vite qu'on voudrait que ça tourne. Alors ensuite, ici, on va faire appel au module pygame.image pour aller chercher le fichier d'une image qui est en l'occurrence en GIF. Là aussi, en fait, ça va nous créer un objet surface. Donc, comme je disais tout à l'heure, un objet surface, c'est une image, un truc qui ressemble à une image, en gros. Le fait de faire convert alpha, en fait, c'est pas un truc qui est strictement nécessaire, mais c'est quand même quelque chose que je recommande à chaque fois qu'on load une image, qu'on charge une image. C'est soit de faire convert tout court, soit convert alpha, la seule différence étant la gestion de la transparence.
Parce qu'en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va convertir l'image. Alors, ce n'est pas une question de format d'image du genre GIF, JPEG, etc. Ce n'est pas du tout ça le problème. La question, c'est plutôt une question d'espace colorimétrique. Et ça va convertir ça dans le bon espace pour pas que ce travail de conversion il soit nécessaire de le refaire à chaque fois qu'on va vouloir afficher l'image. Donc, ça va faire gagner un petit peu en performance. Ensuite, à partir de mon objet ball, je vais définir un objet rect, donc rect avec une majuscule. C'est une autre classe importante de Pygame. Donc un objet rect, en gros, il faut que vous le représentez tout simplement comme un truc qui donne un x, un y, une largeur et une hauteur. Donc c'est juste des coordonnées, hein, bêtement. Le seul avantage d'un objet rect, c'est que ça va vous donner un certain nombre de facilités. Ça va vous donner les coordonnées aussi du coin supérieur gauche, inférieur droit, les coordonnées du milieu et ainsi de suite. Et en particulier, si vous changez la valeur des coordonnées du coin supérieur droit, par exemple, eh ben, ça va évidemment mettre à jour automatiquement toutes les autres coordonnées. Donc ça vous permet d'attraper un peu votre rectangle par l'endroit qui vous plaît le plus. Et de le manipuler comme ça. Là, bon, voilà, je définis des constantes pour la vitesse de la balle en X et en Y. Donc ensuite, je lance ma petite boucle, ça vous connaissez. Ça, c'est juste pour gérer le fait que quand on sort proprement. Et cette commande-là, ça va me permettre donc de bouger mon rectangle. Donc bouger mon rectangle, concrètement, ça ne fait rien. Tout ce que ça fait, c'est que mon objet rectangle, qui est juste un paquet de chiffres, hein, qui est juste un paquet de coordonnées, ça va changer ses coordonnées. Donc en l'occurrence, ça va les décaler de 2 en X et de 2 en Y. Et le IP veut tout simplement dire in place, c'est-à-dire que ça modifie le rectangle lui-même. Sinon, j'aurais pu faire ballRect égale ballRect.move de ballSpeed. Ensuite, je vais juste gérer les rebonds, hein, donc j'inverse la vitesse si j'arrive sur les côtés. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, un objet rectangle, ça a l'avantage de me donner accès à la coordonnée gauche, à la coordonnée droite, haut, bas, et ainsi de suite. Et ensuite, donc, il va falloir que je dessine ce qu'on voit à l'écran. Alors, donc, dans mon screen, donc dans ma surface screen, je vais lui dire bah, remplis-toi avec la couleur noire. Et ensuite, je vais utiliser la commande bleed qui consiste à recopier les pixels d'un objet surface vers un autre objet surface. Donc, je prends les pixels de ball. Donc, ball, c'était la surface qui contenait mon image de balle. Je vais les copier dans ma surface screen, qui à l'heure actuelle ne contient que du noir. Et je vais faire ça aux coordonnées données par ballRect. En fait, à ce stade, une fois que j'ai fait ça, sur l'écran, il ne se passe rien du tout. Pourquoi? Parce que screen, en fait, c'est un objet surface un peu spécial qui a un système de double buffer, c'est-à-dire qu'il y a d'une part ce qui est affiché à l'écran et d'autre part ce qui est préparé pour la prochaine fois qu'on va faire une update. En fait. Donc là, en fait, tout ce que j'ai fait là, de remplir de noir et ensuite de copier les pixels de ma boule, ça n'affecte que mon screen qui est en préparation, entre guillemets. Et c'est seulement quand je vais faire pygame.display.update que donc screen va basculer en fait son système de double buffer pour mettre ce qui était dans ma surface en préparation vers ma surface affichée. Et une fois que j'ai fait ça, je dis bah, clock tick 100, donc en l'occurrence, je te dis attends 1 centième de seconde avant de repartir pour un tour. Je regarde en parallèle sur mes slides pour regarder si j'ai tout dit ce que je voulais dire sur cet exemple-là. J'ai une question, si c'est possible. Oui, bien sûr. Alors déjà, par rapport à la question que j'ai posée tout à l'heure, donc Gérard dit qu'en fait, il y a une méthode qui s'appelle event.wait ou un truc comme ça, justement, qui permet de se mettre en attente d'événements. Donc ça, c'est la réponse à la question que j'ai posée tout à l'heure. Donc merci Gérard. Ensuite, là, dans ton exemple, ce que je ne comprends pas, c'est comment tu initialises la position de ta balle à l'écran. Enfin, comment on sait qu'elle est, je sais pas, au milieu de l'écran ou à gauche ou... Oui, bonne remarque, excuse-moi. Donc, quand tu importes une image comme ça, donc ça crée un objet surface avec un objet rect. Et en fait, par défaut, l'objet rect, il est initialisé avec une position à 0,0. Et quand je dis à 0,0, donc dans Pygame, les trucs sont numérotés à partir du haut et de la gauche. Donc ça veut dire concrètement que le coin supérieur gauche de ma balle
va être dans le coin supérieur gauche de mon écran. Ok. Alors, ensuite, on va... alors, je regarde, excusez-moi, je regarde encore ce que j'ai tout dit. J'ai tout dit. Alors, pour comprendre un petit peu mieux comment ça marche, ces objets surface et ces objets rects, on va faire un exemple un petit peu plus sophistiqué. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça fait. Alors, peu importe les lois de la physique ici, c'était juste pour faire un petit exemple. Donc, j'ai un rectangle qui se déplace donc en rebondissant dans l'écran et j'ai une balle qui rebondit à l'intérieur de ce rectangle. Alors, comment ça marche ça donc, on initialise le screen, la clock, vous connaissez tout ça. Je load l'image donc de ma boîte vide. Je vais la stocker dans une variable que je vais appeler boxEmpty parce que je vais aussi avoir une variable box qui est un objet surface aussi qui va me servir en fait à dessiner la box avec la balle dedans. C'est pour ça que je fais une copie. BoxRect, donc c'est le rectangle qui me donne la position de la box dans le screen, dans l'écran. Ensuite, donc, la ball, je load son image et je définis son rect. Alors, ce qui est intéressant à comprendre là, c'est surtout ça que je voulais vous montrer dans l'exemple, c'est que l'objet rect, en fait, il ne sait pas que sa position, elle est relative à la box. En fait, l'objet rect, il s'en fout, c'est juste un paquet de nombres qui sont des coordonnées. Donc, encore une fois, x, y, largeur, hauteur, et puis les coordonnées qui peuvent s'en déduire. Mais lui, il s'en fout de où il vit. Et finalement, c'est seulement quand on va faire le blit, ici, donc quand on blit l'image de la balle dans la surface de la box, qu'on lui dit d'utiliser les coordonnées de ball rect. Voilà, donc c'est juste pour expliquer ça, que le rect, c'est pas un objet qui vit quelque part, c'est juste un paquet de coordonnées. Et puis le reste du code, bon, il n'y a rien de très surprenant. J'ai une question, François. Oui. Les coordonnées, c'est toujours en pixels ou ça peut être relatif? Comment ça fonctionne? C'est en pixels, ouais. Toujours en pixels, d'accord. Ouais. Bah, note que là, c'est quand même un peu relatif parce que il se base sur BallRect pour savoir s'il rebondit. Donc, c'est justement le système de rectangle qui va te permettre d'avoir des coordonnées relatives. Oui, mais relative en pixels, je veux dire, il n'y a pas une échelle. Ma question, c'était plutôt sur l'échelle, en fait. Oui, tout à fait. Je pense que François m'avait compris. Ouais. Ouais. Après, je serais surpris, mais je connais pas Pygame, qu'il n'y ait pas des équivalents sur tant de pourcents de la largeur ou tant de pourcents de la hauteur. Hein. Ce serait assez surprenant. Hein. Au pire, ça se calcule à partir de size, là, de sa variable, de sa constante size, tu peux assez facilement faire le ratio. Bien sûr, oui, tout à fait. Après, je ne sais pas s'il y a des trucs built-in pour le faire, mais c'est possible. Alors, ensuite, l'exemple suivant, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Ah oui, donc c'était pour introduire la classe Sprite. Je vais vous montrer ce que ça fait. De plus en plus fort, hein, j'ai plein de petites babales qui se déplacent sur l'écran. Alors, on pourrait le faire sans introduire de nouveaux outils, avec juste des boucles forts sur le genre de choses que j'ai fait avant, mais ça va être quand même un petit peu plus pratique de le faire en utilisant une autre classe de Pygame qui s'appelle Sprite. Donc jusqu'à présent, on a vu les classes Surface et Rect, et là, donc, on va voir la classe Sprite. Donc, on va définir une classe Ball qui est héritée donc de la classe Sprite. Un sprite, essentiellement, c'est un truc. Alors, pour les petits jeunes qui n'ont pas connu la grande époque des jeux en 2D, ce qu'on appelle un sprite, donc, c'était en gros les petites figurines représentant un peu tout dans un jeu vidéo, quoi. Donc, les personnages, les petites pièces de monnaie qu'on peut collecter, etc., etc. Donc, un sprite, qu'est-ce que ça va être? Essentiellement, ça va être un truc qui doit avoir un attribut qui s'appelle image. C'est un truc qui doit avoir un attribut qui s'appelle rect, et c'est un truc qui doit avoir une méthode qui s'appelle update. Alors, là, donc, l'image, c'est pas compliqué. On va aller loader notre image de ball. Le rect, on va prendre le rect donc, de cette image. Donc, la hauteur et la largeur sont définies par l'image, et le x et le y sont définis à 0 au départ par défaut. Mais nous, là, on ne va pas vouloir faire démarrer toutes nos boules du coin supérieur gauche, donc on va modifier le X et le Y pour les faire démarrer à un endroit un peu aléatoire de l'écran. Et puis, dans notre classe Ball, on va aussi leur définir une vitesse
parce que ça va nous être utile. Et pour que ce soit un peu plus joli, on va prendre une vitesse aléatoire, en gros entre -3 et 3, en évitant quand même une vitesse nulle. Et ensuite, donc, ma fonction update, c'est une fonction en fait qui va dire qu'est-ce qu'il faut faire à ce sprite à chaque fois qu'on va appeler la méthode update sur l'ensemble des sprites de mon jeu. Donc ce n'est pas une méthode qui gère l'affichage, c'est juste, si vous voulez, une méthode qui va plus gérer notamment la modification des attributs du sprite. Donc, en l'occurrence, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, je bouge ma balle de la vitesse que j'ai donnée, et puis je gère les rebonds pour inverser les vitesses si nécessaire. Et ensuite, donc, l'autre chose qui est importante pour les sprites, c'est que normalement, un sprite dans Pygame doit toujours faire partie d'un groupe. Donc, groupe, encore une fois, là, je le dis avec une majuscule, c'est une classe de Pygame. Et en fait, c'est via le groupe auquel il appartient, le ou les groupes auxquels il appartient, qu'on va accéder au sprite, en fait. Donc là, voilà, j'initialise mon Pygame, je définis mon screen, je définis ma clock. Et là, en l'occurrence, je vais définir juste un seul groupe de sprites, que je vais appeler All Sprites, et qui va être donc un ensemble, une dizaine de boules. Je crée 10 boules. Et donc, la classe groupe dans Pygame, donc qui est une classe qui sert à représenter un groupe de sprites, elle a un certain nombre de sous-classes qui ont des capacités diverses. Donc vous pourrez regarder la doc, il y a notamment group single, render plane, render clear, render updates. Pour la plupart des usages de base, la classe qui s'appelle render plane va tout à fait nous convenir, et donc c'est celle qu'on va utiliser ici. Donc ensuite, je démarre ma petite boucle, je regarde toujours si on quitte, etc. Et donc là, je dis, voilà, sur le groupe qui s'appelle AllSprites, j'appelle la méthode update. Et la méthode update d'un groupe, tout ce qu'elle va faire, c'est tout simplement de déléguer l'update à chacun des sprites. Ensuite, je vais vouloir tracer ce qu'il y a à l'écran. Donc comme d'habitude, sur mon buffer de préparation, je vais remplir l'écran de noir. Et ensuite, je vais appeler la méthode draw sur mon groupe de sprites. Et là, de la même façon, en fait, mon groupe va déléguer à chacun des sprites le fait de se dessiner lui-même. Mais l'avantage, c'est que vous aurez remarqué que je n'ai pas eu besoin en fait, de définir la méthode draw pour ma classe ball, parce qu'en fait, à partir du moment où mon sprite il a une image et il a un rect, en fait, il sait comment faire pour se dessiner. Ensuite, donc, je bascule mon buffer de façon à afficher ce que j'ai préparé et je fais un clock tick comme d'habitude. So far, so good. J'ai une question, François, oui. Anastasios. En fait, je n'ai pas compris exactement comment le mouvement d'une balle est défini et comme c'est fait. Alors, quel changement devrait-on faire pour faire une balle tourner en cercle, par exemple? En fait, là, toute la question, c'est ce qui se passe dans ma méthode update. Parce que là, la méthode update, je vais l'appeler sur tous mes sprites une fois par mise à jour, par frame. Et donc là, ma méthode update, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le rect du sprite. Donc le rect, encore une fois, c'est le truc qui donne XY largeur hauteur. Hein. Et ce rect, elle bouge par le vecteur qui est donné par speed. Donc le vecteur qui est donné par speed, au départ, c'est quelque chose qui ressemble à, je sais pas quoi, -1, +2, par exemple. Et la seule chose que je fais là, c'est que je regarde si j'arrive sur un bord de l'écran. Donc là, tu vois, si je dis par exemple, si mon left, il est inférieur à 0, ça veut dire que par exemple, j'ai un tout petit peu dépassé de la gauche de l'écran. Alors, tu remarqueras d'ailleurs que je triche, hein, en fait. Je regarde pas si c'est égal à 0, parce que en fait, comme ma vitesse, elle peut être par exemple de -3 et que mon déplacement, il est discret, il faut que je choisisse, est-ce que je commence à m'affoler quand mon x il est égal à 1 par exemple, ou est-ce qu'il faut que je commence à m'affoler quand mon x il est égal à -1. Donc ça, c'est les petites triches que tu es obligé de faire quand tu passes du continu au discret. Là, en l'occurrence, on a décidé de s'affoler quand ma boule, en fait, elle a carrément dépassé du bord de l'écran. Mais à l'œil, ça ne se voit pas tellement la différence. Donc là, quand ma boule dépasse du bord de l'écran, je dis attention, ma vitesse en x, il va falloir que je l'inverse.
Et de cette façon, la prochaine fois en fait, que je vais appeler ma méthode update, et ben, quand il va essayer de se bouger, il va se bouger dans l'autre sens. Ça répond à la question? Oui, et j'imagine aussi que tu pouvais, par exemple, changer, par exemple, cette update pour faire n'importe quel mouvement que tu veux. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, En fait, le update, c'est là que je fais le vrai travail. En fait, c'est là que j'ai la vraie programmation, si tu veux. OK. Ok. François, Ouais, je t'en prie. move IP, IP, c'est pas IP adresse, c'est quoi? C'est in place, ça veut dire quoi? En fait, tu as deux méthodes. Donc, tu as une méthode move et une méthode move underscore IP. Donc, si tu fais par exemple self-rect.moveIP, en fait, ça modifie self-rect. Alors que si tu fais self-rect.move, ça return un rect. Ok. Tout simplement. Alors, pour la petite histoire, j'ai réécrit du coup mon exemple initial avec une seule boule. Je l'ai réécrit avec un sprite parce que c'est quand même une façon un petit peu plus naturelle de l'écrire. Donc là, ça fait exactement la même chose que mon exemple initial, mais comme vous pouvez le voir, c'est réécrit avec un sprite. C'est un tout petit peu plus long que mon exemple initial, mais évidemment, ça donne plus de facilité ensuite pour maintenir le code, l'étendre, etc. Donc, on va passer à l'exemple suivant. Donc, un autre truc intéressant qui est fourni par la classe sprite et par les groupes de sprite, c'est la notion de collision, donc qui est quelque chose qu'on utilise quand même très très souvent dans les jeux. Donc, je vais vous montrer ce que fait ce programme-là. Vous remarquerez quand même les effets spéciaux. J'espère que vous entendez les sons. Non, on n'entend pas les sons, hélas. On n'a pas le son, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ça fait clac-clac à chaque fois que la boule rouge touche une boule jaune et fait éclater la boule jaune. Voilà. Donc, c'est très joli. C'est digne de Motus. Ah oui, non, c'est un truc de fou. Donc, donc, cet exemple qui va nous permettre de voir la notion de collision et puis aussi donc, la gestion des sons dans Pygame. Donc, de la même façon, je vais définir une classe bool. Je vais, à l'initialisation, demander un argument à l'utilisateur ou au programmateur pour savoir si c'est une boule rouge ou pas une boule rouge. Selon qu'elle est rouge ou pas, bah, évidemment, je ne vais pas charger le même fichier d'image. Alors, petite digression au passage, Pygame contient les outils pour faire directement des dessins simples dans Pygame. C'est le module Draw de Pygame. Donc en fait, ce petit dessin d'une boule, il est tellement simple qu'on pourrait le faire à la main directement dans Pygame. Moi, j'ai choisi de loader une image parce que c'est plus simple et puis c'est souvent ce qu'on va avoir envie de faire, notamment quand on va avoir des graphismes un petit peu plus jolis. Ensuite, donc, je définis mon rect comme d'habitude, je définis ma speed comme d'habitude, et puis donc c'est là que je vais définir un son. Donc ça, c'est fait avec le module de Pygame qui s'appelle Mixer, pygame.mixer. Et donc, je vais aller chercher un objet sound à partir du fichier donc, qui s'appelle balloonpop.wav. Et donc, ça, donc, je vais le stocker dans mon attribut explode sound, donc, qui est donc dorénavant de classe sound. Ensuite, quand j'ai une update à faire, je vais bouger mon petit rectangle comme d'habitude, le rectangle qui donne les coordonnées de ma balle. Et quand quelqu'un va me demander d'exploser, je vais exploser. Donc là, j'ai choisi de gérer les collisions à l'extérieur de mon objet ball parce que vous allez voir que c'est un petit peu plus simple de faire comme ça. Mais par contre, le programme principal va pouvoir demander à la balle d'exploser. Alors, comment ça va se passer? Ensuite, je définis les trucs habituels. Je définis ma boule rouge, donc là, j'en définis qu'une. Je définis mes boules jaunes, donc comme étant un groupe de sprites de la sous-classe RenderPlane, avec donc une dizaine de boules jaunes. Et je vais définir un surgroupe qui va contenir tous les sprites, c'est-à-dire qui contient à la fois la red ball et le groupe des yellow balls. Ensuite, je lance mon petit truc. À chaque fois que je fais une itération, je demande à tous mes sprites de lancer leur méthode update. Donc là, ils vont faire leur petit mouvement et éventuellement inverser leur vitesse si c'est nécessaire. Et ensuite, donc c'est là qu'il va y avoir la gestion de collision. Donc le module Pygame
.sprite me fournit un certain nombre de méthodes pour faire ça. Par exemple, la méthode qui s'appelle SpriteCollide, qui va regarder si un sprite a une collision avec un groupe de sprites. Donc, pour chacun des membres du groupe, il va regarder s'il y a collision. Et il y a ce petit argument optionnel là, qui s'appelle doKill, qui permet de décider si on tue les sprites qui ont été victimes d'une collision dans le groupe. Alors, les tuer, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut pas dire qu'ils disparaissent purement et simplement. Ça veut dire en fait qu'ils sont supprimés du groupe. Et donc, pour chaque boule qui est concernée, pour chaque boule jaune qui est concernée par la collision, je vais appeler la méthode explode de cette boule de façon à ce qu'elle joue le son d'explosion. Donc, comme d'habitude, ensuite, on fait l'update et ça marche. Et donc, vous remarquerez que les boules qui ont été supprimées du groupe des Yellow Balls et donc du groupe des All Sprites, à partir de ce moment-là, ne s'affichent plus. Donc, je n'ai pas besoin de les tuer à proprement parler. En fait, le fait de les tuer, c'est essentiellement les enlever des groupes auxquels elles appartiennent. Ah oui, alors ce que je n'ai pas encore dit. Donc là, quand on utilise SpriteCollide, comment est-ce qu'il détecte la collision? Concrètement, en fait, il ne s'embête pas, il se base sur les rects de chaque objet. C'est-à-dire qu'en fait, pour savoir si une boule va entrer en collision avec une autre boule, en fait, il ne s'embête pas à regarder exactement les pixels exacts du cercle. En fait, il va regarder le rect qui entoure la première boule, le rect qui entoure la deuxième boule, et si ces deux rects ont une intersection, à ce moment-là, il décide qu'il y a collision. Ça, c'est un avantage, évidemment, c'est extrêmement rapide à calculer, et en fait, dans pas mal de cas, on ne voit pas forcément très bien la différence à l'œil nu, et donc il suffit de faire ça. Mais Pygame fournit évidemment des outils pour faire des collisions un petit peu plus propres. Il y en a un certain nombre, ça vous pourrez regarder la documentation, mais je vais juste vous en montrer un dans l'exemple suivant. Donc c'est essentiellement le même exemple. Mais j'ai une petite question sur l'exemple d'avant. En fait, je n'ai pas très bien compris pourquoi le fait de retirer d'un groupe, ça faisait disparaître de l'affichage les balles jaunes. Ne serait-ce que parce que tout simplement, au moment où je décide de faire draw, en fait, j'appelle draw sur le groupe All Sprites. Ouais. Et qu'à ce moment-là, dans All Sprites, la boule jaune qui a été tuée, elle n'est plus dans le groupe, en fait. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, à quel moment tu retires de All Sprites? En fait, c'est l'argument optionnel doKill de la méthode SpriteCollide. Oui, mais là, on parlait d'une boule qui était donc jaune, je suppose. Ouais, alors attends, je te refais le truc. Donc, la méthode SpriteCollide, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde pour ce sprite-là et pour chacun de ces sprites-là s'il y a une collision entre donc, la red ball et chaque élément de ce groupe-là. D'accord? Oui. Elle va renvoyer donc, la liste de ces éléments. Donc là, quand on fait le for, ça boucle sur ces éléments. Oui. Mais elle a aussi un effet de bord. Ça, c'est bon, ça. J'ai compris que la boule était retirée de Yellow Balls, mais j'ai pas compris pourquoi ça l'a retirée de All Sprite. C'est parce que c'est un pointeur en fait dans ligne 40. All Sprite, c'est un pointeur sur la liste de Red Ball et de Yellow Balls. Exactement. D'accord. Ouais, tout à fait. Ok. Donc du coup, quand tu l'enlèves de Yellow Balls, ça s'enlève de All Sprites. D'accord. Ok. Ok. Donc l'exemple suivant, je vous disais, c'est quasiment le même exemple. Mais donc avec une collision par cercle. Donc là, la principale différence, c'est que j'utilise toujours la méthode SpriteCollide, mais j'utilise un argument optionnel qui est collided, qui dit en fait quelle est la méthode que vous utilisez pour la détection de collision. Et en particulier, dans le module Sprite, il y a une méthode qui s'appelle Collide Circle, et qui permet de voir si des cercles centrés au milieu de rects s'intersectent. D'accord? Donc là encore, il va pas s'embêter avec les pixels parce que justement mon but, moi, c'est d'économiser de la ressource autant que possible et de ne pas utiliser des outils plus chers que nécessaire. Et donc en fait,
ce dont elle a besoin, cette méthode, pour fonctionner, c'est que chacun de mes sprites ait un attribut supplémentaire qui s'appelle radius. Donc en fait, l'autre différence dans cette version-là de mon programme, c'est que pour chaque sprite, je définis un attribut radius que je définis comme étant la largeur du rectangle divisé par 2. Et à ce moment-là, quand je vais faire ma détection de collision, en fait, il va se baser non pas sur le rectangle, mais sur un cercle centré au centre du rectangle et de rayons la moitié de la largeur du rectangle. Voilà, voilà. Alors, comme dit dans mes slides, il y a un certain nombre d'autres méthodes de collision. Alors, en particulier, il y en a une qui est quand même assez utile à connaître, c'est collide_rect_ratio. En fait, ce que ça fait, c'est que ça fait aussi une collision basée sur des rectangles, mais on peut spécifier que le rectangle pris en compte pour la collision soit un petit peu plus grand que le rectangle de l'objet ou du sprite, ou un petit peu plus petit. Et en fait, c'est souvent ça qui est utile. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une collision mise au point vraiment au pixel près, en fait, ce que vous dites, c'est que votre petit personnage, en fait, pour détecter les collisions, vous allez prendre un rectangle qui est un petit peu plus petit que le rectangle qui le contient. Et en fait, si vous faites ça avec le personnage et avec, je sais pas, l'objet avec lequel vous voulez détecter la collision, ben, en fait, ça donne assez bien l'illusion d'une collision réaliste. Alors, tant que j'y suis dans les collisions, on a aussi donc, dans Pygame la notion de collision par groupe. Donc, je vais vous montrer ça. Donc là, on va avoir un groupe de balles contaminées rouges et un groupe de balles saines jaunes. Et les rouges vont contaminer les jaunes. Voilà, tagadada. Et voilà, tout le monde est malade. Donc, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Le cœur du truc, c'est la méthode group collide, qui cette fois, au lieu de prendre un sprite et un groupe de sprites, va prendre deux groupes de sprites et va me renvoyer. Donc, quand je boucle là-dessus, ça boucle en fait sur le premier groupe. Donc, ça va boucler sur les balles saines qui sont rentrées en collision avec des balles contaminées. Et donc, quand il se passe ça, je dis à ma balle, bah tiens, je t'informe que tu es contaminé. Donc, elle va utiliser sa méthode getContaminated qui va changer son image en image de balle rouge. Et en plus, en l'occurrence, je fais un petit son joli pour dire que j'ai été contaminé. La deuxième chose que je vais faire, c'est que ma balle saine qui est entrée en collision, je vais l'enlever du groupe des balles saines. Et à l'inverse, je vais l'ajouter au groupe des balles contaminées. De telle sorte que la prochaine fois que je vais faire ma détection de collision, ça va bien détecter les collisions entre les bonnes boules. Voilà, c'est clair? Ouais, no answer égale yes. Alors, ensuite... Oui, c'est clair et c'est même intéressant parce que ça veut dire que tu pourrais presque imaginer faire de la science avec Pygame. Si tu as un modèle de mobilité, une carte de métro et ainsi de suite, tu peux regarder à quelle vitesse se propage un virus. C'est marrant. Oui, c'est clair. J'ai pas choisi le vocabulaire de cet exemple au hasard parce qu'effectivement, il fait assez bien penser à des trucs qu'on pourrait faire de ce genre-là. Ouais. Alors, ensuite, vous allez me dire, dans un jeu, c'est bien gentil d'afficher des choses, mais il y a un moment donné où c'est quand même pratique de pouvoir jouer au jeu, donc utiliser son clavier, par exemple, pour contrôler le jeu. Alors, c'est l'objet de mon exemple suivant qui s'appelle Collide Them All, où on va contrôler la boule rouge et où on va essayer de taper dans les boules jaunes. Donc là, vous allez me croire sur parole, mais c'est moi, en fait, qui contrôle la boule rouge avec mon petit clavier. Alors, comment on va faire ça? Donc, bon, comme d'habitude, je définis ma classe de boule. Donc, ça, c'est pour mes routines générales d'une boule, quelle qu'elle soit. Et ensuite, en l'occurrence, j'ai choisi de définir deux sous-classes. Une classe de boule NPC, donc Non-Playing Character, donc personnage non-joueur de balle. Donc, elle, tout ce qu'elle sait faire, c'est voilà, se promener dans la nature en rebondissant comme d'habitude et jouer un son d'explosion quand on lui demande de jouer un son d'explosion. Et ma
deuxième sous-classe, qui est la classe ball player, est un petit peu plus intéressante puisque c'est celle qui va réagir aux touches du clavier. Alors, en l'occurrence, mon ball player, je ne vais pas lui définir une vitesse en X et en Y, puisque ça, de toute façon, c'est lui qui va la choisir. Par contre, je vais lui définir une vitesse absolue, donc ça va être la norme de sa vitesse, donc c'est la vitesse à laquelle il va avoir le droit d'aller. Donc, comme tout sprite, mon ball player, il va avoir besoin d'une méthode update qui va nous dire quoi faire à chaque fois qu'on va lancer un update sur les sprites du jeu. Alors, en l'occurrence, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser donc le module pygame.key, qui est donc le module de Pygame qui permet d'accéder au clavier, et il va utiliser la méthode getPressed qui permet de savoir quelles sont les touches du clavier pressées à l'instant T. Donc, cette méthode, qu'est-ce qu'elle renvoie? En fait, elle renvoie un tuple de booléen, et donc pour chaque touche du clavier, ce tuple dit si elle est pressée ou pas pressée. Alors, comment sont numérotés les indices des touches là-dedans? Vous n'avez pas besoin de le savoir parce qu'en fait, vous avez des constantes dans Pygame qui vous permettent de le savoir. Par exemple, Pygame underscore keyup vous dit en fait quel est le numéro conventionnel de la touche flèche haut dans Pygame. Donc là, je vais regarder par exemple si dans mon tuple pressKey, à l'indice qui représente donc la touche flèche haut, c'est true ou c'est false. Et si c'est true, je vais dire mon utilisateur veut se déplacer de 1 vers le haut. Alors le haut dans Pygame c'est négatif puisqu'on a l'axe des X qui pointe vers le bas. Alors pourquoi j'ai fait comme ça avec un multiple if et pas avec un if et elif? Tout simplement parce que mon utilisateur il peut être en train de presser plusieurs touches en même temps, et par exemple s'il presse à la fois la touche haut et la touche bas, j'aimerais bien que ça fasse rien, c'est quand même le comportement le plus naturel. Donc du coup en fait c'est pour ça que je définis un delta x et un delta y, et que quand il presse la touche up, je diminue mon delta y de 1, et quand il presse la touche down, je l'augmente de 1, comme ça fait bien ce que je veux selon qu'il presse une touche, les deux touches ou aucune des deux touches. De la même façon pour droite et gauche. Si mon delta x et mon delta y sont tous les deux nuls, à ce moment-là, ma méthode update, elle est finie parce que j'ai rien à faire. Et dans le cas contraire, je vais calculer la norme de mon vecteur delta, et je vais donc me déplacer en delta x et en delta y en multipliant par la speed, en divisant par la norme. Ça permet juste que les déplacements en diagonale aillent à la même vitesse apparente en fait que les déplacements qui sont vers le haut ou vers le bas. Si vous pensez pas à gérer la norme, ça va faire les déplacements en diagonale vont être évidemment beaucoup plus rapides que les déplacements en ligne. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Là, mon utilisateur, lui, il ne va pas rebondir sur les bords. Lui, ce qu'il va faire simplement, c'est qu'il va être bloqué par les bords. Donc, si la gauche de mon rectangle est négative, en fait, je veux qu'elle s'arrête à 0. Si elle est supérieure à la largeur de l'écran, je veux qu'elle s'arrête à la largeur de l'écran, et ainsi de suite. Alors ensuite, comment on va faire marcher tout ça? En fait, là, on a fait tout ce qu'il y avait à faire, puisque tout le reste, c'est du connu. On initialise le screen, le clock, on définit nos groupes de balles, etc., etc., notre petite boucle principale. On fait tous les updates des sprites, donc aussi bien les sprites non joueurs que les sprites du joueur. On fait la petite détection de collision pour faire exploser les boules jaunes qui ont besoin d'exploser. Et ensuite, donc, on met à jour l'affichage à l'écran et on fait le clock tick comme d'habitude pour avoir le framerate qu'on veut. Alors, pour terminer, je crois, c'est mon dernier exemple. Ouais. Pour terminer, un petit exemple qui est extrait en fait de la galerie d'exemples de Pygame. Alors je l'ai un tout petit peu modifié, mais enfin vraiment de façon assez marginale. Et donc voilà ce que ça fait. Donc en fait c'est un exemple qui reprend une bannière flash qui fut populaire à la grande époque de l'internet 0.0. Donc on peut bouger un point comme ça avec la souris.
et on a donc un chimpanzé qui se bouge à l'écran, et donc quand je clique sur la souris, paf, je peux lui taper dessus, sauf si je tape à côté, auquel cas, voilà, ça rate, et ça fait un petit bruit à la con. Alors, qu'est-ce que ça nous permet de voir, cet exemple-là? Ça va nous permettre de voir notamment les fontes, puisque vous avez vu qu'il y a un superbe texte qui est affiché à l'écran, et puis ça va nous permettre de voir aussi la gestion de la souris. Alors, le module font, il n'est pas très compliqué. Comment je voulais vous montrer ça? Voilà. On va y aller plutôt ligne par ligne. Donc, je fais mes imports comme d'habitude. Et ensuite, dans leur exemple, ils ont cette instruction un peu cabalistique, if not pygame.font. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, ça veut dire que quand Pygame s'importe, il va essayer donc d'importer tous ces sous-modules, donc pygame.font, .mixer, .image, etc. Et des fois, l'importation des modules peut rater parce qu'il n'arrive pas à parler à votre ordinateur, etc. Et donc, si il n'arrive pas à importer un de ces modules, à ce moment-là, la valeur du module en fait va être non. Donc c'est pour ça que si vous testez ça, soit ce truc-là est un vrai module et à ce moment-là, il n'y a pas de souci, soit en fait c'est non et à ce moment-là, ça va attraper le if not et ça va imprimer, attention, il y a un problème avec les fontes. Et là, eux, ils ont choisi aussi de faire la même chose avec le module qui gère les sons. Ensuite, on a donc ces petites fonctions utilitaires, load image et load sound. En fait, eux, ils ont choisi, alors c'est assez pratique de faire ça, d'avoir des petites fonctions utilitaires pour faire le load, parce que ça va nous permettre de gérer l'import. Eux, en plus, ils utilisent un truc qui permet de gérer la transparence. Alors, en gros, qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est surtout l'instruction setColorKey qui est intéressante là-dedans. C'est en fait que quand vous avez une image qui n'a pas de transparence, vous pouvez faire en sorte qu'une couleur particulière représente la transparence. Par exemple, si je prends mon image de chimpanzé, là, si j'essaye de l'ouvrir, en fait, vous voyez que cette image de chimpanzé, elle est en 3 couleurs. En fait, elle est en noir, blanc et rouge. Et en fait, on a choisi de dire que par convention, le rouge allait être transformé en pixel transparent. Donc, c'est ça, en fait, que fait la fonction setColorKey. Donc voilà, leur petite pop-up permet de gérer ça. Et puis, ils ont aussi une fonction auxiliaire pour charger les sons qui leur permet notamment de gérer les cas où le module pygame.mixer n'a pas réussi à s'importer. Et à ce moment-là, en fait, ils vont faire un faux objet son qui aura une méthode play en fait, qui ne fait rien au lieu de la méthode play normale d'un son qui joue le son. Ensuite, donc, ils définissent une classe Feast. Alors, ce qui est important dans la classe Feast, c'est notamment la gestion de la souris qui est ici. Donc là, de la même façon qu'on a utilisé le module key tout à l'heure pour gérer le clavier, on a le module pygame.mouse avec getPost qui va nous donner la position de la souris. Donc après, le reste, c'est un petit peu la routine. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, là, pour détecter les collisions entre le point et le chimpanzé, en fait, ils ne s'embêtent pas à faire de la détection en pixels près, ils vont le faire avec des rectangles qui sont un petit peu plus petits que les rectangles concernés. Et donc là, ils définissent donc la hitbox, donc, qui est le rectangle qui va servir à la détection de collision, comme étant le rectangle de mon objet point, mais inflate, c'est-à-dire dilaté, en lui enlevant en gros 5 pixels en largeur et en hauteur. Donc ça, c'est une façon de le faire. L'autre façon de le faire, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est d'utiliser une méthode custom donc de collide-rect ratio qui est fournie par le module sprite. Ça revient essentiellement au même. Hop. Ensuite, qu'est-ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est qu'on va voir l'utilisation du module transform. Alors, c'est ici qu'il se passe des trucs. Alors, pardon. Voilà. Donc ici, donc j'ai ma classe chimp, donc qui représente le chimpanzé lui-même.
Donc lui, voilà, il fait sa vie et il s'update, sachant que lui, il a deux façons de s'updater. Soit il va être en rotation parce qu'il s'est fait taper, à ce moment-là, il fait un tour sur lui-même, soit il va marcher. Quand il va marcher, là, ils ont choisi aussi de faire quelque chose, c'est que quand le chimp va de gauche à droite ou qu'il va de droite à gauche, il fait face en fait au côté où il va, et donc il va falloir faire une symétrie de l'image pour que le chimp regarde à gauche ou qu'il regarde à droite. Alors ça, Pygame permet de le faire avec un module qui s'appelle Transform et qui permet donc d'opérer des transformations élémentaires sur des objets surface. Et donc en particulier donc la transformation flip. Donc là on dit voilà, en gros quand tu atteins un bord de l'écran et que donc tu vas avoir besoin de te retourner, non seulement tu inverses ta vitesse, mais tu vas aussi flipper ton image pour regarder de l'autre côté. De la même façon, le module transform de Pygame va être utilisé dans la méthode spin pour nous permettre de tourner l'image du chimp sur lui-même. Donc on utilise la méthode rotate pour tourner l'image d'un certain angle. Ensuite, dans les choses qui sont nouvelles aussi dans cet exemple-là, vous aurez peut-être remarqué que quand je lance le jeu, ici, donc le titre de la fenêtre, c'est Monkey Fever, alors que dans mes exemples précédents, le titre de la fenêtre, c'était un truc du genre Pygame ou un truc comme ça. Donc ça, ça se fait ici. Donc dans le module display, la méthode setCaption qui permet donc de choisir le nom de la fenêtre. Il y a évidemment aussi des méthodes qui vont vous permettre de choisir la petite icône qui est en haut à gauche de la fenêtre. Ensuite, ici, on utilise le module font donc pour afficher du texte à l'écran. Donc on va créer un objet font qui est juste en gros une façon d'afficher. Donc là, on lui dit, peu importe la police, choisis la police par défaut et mets-moi ça en taille 36. Et ensuite, cet objet font, il va avoir la capacité, en fait, de rendre du texte selon la fonte désignée à une certaine position, etc. Donc là, c'est ça qu'on fait. Texte égale font.render, le texte en question, la position à laquelle on veut le mettre, etc. Et ensuite, donc, sur le fond de mon écran, je vais dire copie-colle les pixels de l'objet texte à la position donnée par TextPosition. Voilà, donc là je pense que j'ai montré l'essentiel de ce qu'il y avait à montrer dans cet exemple-là. Donc, juste pour résumer, donc Pygame, il y a un certain nombre de modules qui le composent. Donc, en particulier, il y a Pygame.display qui permet de gérer la fenêtre d'affichage, Pygame.event qui permet de gérer les événements qui sont reçus par le programme, donc voilà, le fait de quitter, le fait d'appuyer sur une touche, etc. Pygame.image, donc qui permet notamment d'importer des images et de les utiliser. Pygame.time qui nous permet de gérer l'horloge. Pygame.sprite qui nous permet donc de gérer les sprites, donc qui sont des objets un petit peu plus évolués que les surface et les rect. Mixer qui permet de gérer les sounds, Key, mouse qui permettent de gérer le clavier et la souris. De manière similaire, évidemment, il y a un module qui s'appelle joystick qui permet de gérer le joystick. Font qui permet de gérer l'affichage de texte et Transform qui permet de transformer des images. Il y en a évidemment d'autres, donc par exemple celui dont je vous parlais tout à l'heure s'appelle Draw qui permet de dessiner des objets simples comme des lignes, des polygones, des cercles, etc. Voilà, et ben vous savez à peu près tout sur Pygame et maintenant vous pouvez aller programmer votre propre jeu. Merci. Merci. Vous avez des questions? Merci. Alors, je pense que vous l'avez compris, mais éventuellement, j'aimerais bien que tu mettes une deuxième couche sur l'exemple empty box pour regarder les différences entre box empty et box et qu'est-ce qui calcule à quel moment. Je vois à peu près, mais une petite confirmation me dit bien. Ok. Alors, en fait, donc, là, quand je fais ça, donc, box empty, donc c'est un objet surface. Un objet surface, en gros, il faut te représenter ça comme étant une image. D'accord? Donc là, box,
c'est un objet Surface aussi qui, pour le moment, contient la même image que BoxMT. Le truc, c'est que mon objet Box, en fait, je vais rajouter des trucs dessus. Je vais rajouter la position de la balle. Je vais rajouter l'image de la balle. Et donc, une fois que j'aurai rajouté l'image de la balle, l'image de la boîte vide, elle est plus disponible, si tu veux. Donc, soit il va falloir que je la recharge, soit tout simplement, je la stocke dans une variable, dans une autre variable qui est BoxMT. Donc, si tu veux, là, j'ai une image qui est BoxMT, j'ai une image qui est box sur laquelle je vais en permanence redessiner en fait la box et la balle dessus. Et voilà. Et donc, par exemple, là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui se passe à chaque étape de ma boucle. Oui, tout à fait. Donc, là, je dis dans ma surface box, tu copies-colles les pixels de BoxMT en position 0, 0, parce que de toute façon, les deux images font la même taille. Donc, voilà. Donc, tu copies-colles les pixels de BoxMT. Et ensuite, dans ma surface box, copie-colle les pixels de ball dans la position qui est donnée par ballRect. Et donc, à ce stade-là, mon box montre une boîte vide par-dessus laquelle on a dessiné une ball. Mais d'ailleurs, pour la petite histoire, mon box, là, il n'est pas réinitialisé à chaque fois, en fait. C'est-à-dire que quand je copie-colle, là, cette ligne-là, quand je copie-colle les pixels de BoxMT dans Box, en fait, je les copie-colle par-dessus les anciens pixels qu'il y avait. Et donc, si tu avais la transparence, il faut que tu infini d'abord pour éviter les bêtises. Exactement. Donc là, si tu veux, je recouvre, en fait, les pixels qu'il y avait avant, c'est-à-dire y compris l'ancienne position de la balle, par exemple. Voilà. Et ensuite, donc, je copie-colle la balle dans sa nouvelle position. Ensuite, mon écran, de la même façon, c'est pour ça que je le re-remplis de noir à chaque fois. Parce que si je ne le re-remplissais pas de noir, en fait, je continuerais à voir ce qu'il y avait en fait la fois d'avant. Donc, je repasse une couche de noir, je prends mon pot de peinture, je repasse une couche de noir sur mon écran entier. Et ensuite, donc, je copie-colle les pixels de box à la position donnée par BoxRect. Ok, super. J'imagine que d'ailleurs, si tu voulais optimiser le truc, tu pourrais ne repeindre en noir que aux anciennes positions et ainsi de suite. Oui, tout à fait. Alors ça, il y a effectivement des façons de le faire. Et donc dans le Wikibook là, que j'ai donné en référence, il y a une des pages qui explique en gros comment faire ça. Ok. Tout à fait. François, je suppose que c'est ce que tu as utilisé pour la démo l'an passé, non? Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Ça peut effectivement faire de belles démos, ce genre de choses. Et alors, ce que j'avais fait pour la démo était juste un tout petit peu plus compliqué parce que en fait, je voulais à la fois qu'on puisse jouer soi-même, enfin, qu'on puisse contrôler le jeu soi-même, mais aussi qu'il soit compatible en fait avec l'interface GIM. Donc GIM en fait en gros c'est essentiellement une bibliothèque d'exemples d'environnement pour faire de l'apprentissage par renforcement. Donc c'est des défis en fait d'apprentissage par renforcement où vous pour essayer de faire apprendre à un programme à jouer à un certain nombre de jeux, etc. Et donc, en fait, l'interface GIM est standardisée pour dire comment se gèrent les inputs et les outputs et comment se fait la mise à jour à chaque étape en fait, de l'itération en fait, quand une intelligence artificielle, entre guillemets, va vouloir jouer au jeu. Et en fait, moi, je voulais que mon jeu soit à la fois compatible avec les deux, quoi, pour pouvoir utiliser des algos de renforcement écrits un peu dans le style de trucs qui peuvent marcher avec des environnements écrits en GIM. Mais sinon, enfin, sur le fond du truc de l'utilisation de Pygame, c'est pas beaucoup plus que ce que j'ai montré là, sur le principe.